Bon, alors prise 20, en espérant réussir comme faut. Bon, alors bonjour madame. Dans le cadre de notre cours de commerce international, vous nous avez demandé de vous réaliser un cours vidéo dans lequel on vous parle de l'arbitrage international. Alors le voici. Au cours de mon vidéo, je vais vous expliquer en fait la définition de l'arbitrage international. Je vais également vous expliquer son fonctionnement en général, ainsi que ses avantages, et je vais terminer en vous expliquant les limites de son application, si on peut dire, donc jusqu'où elle peut s'appliquer et quand elle ne s'applique plus. Donc, pardon. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de définition précise pour l'arbitrage international. Par contre, on peut réussir à la définir comme étant une justice payante et privée servant à trancher les litiges commerciaux à l'international soumis par les deux parties. C'est un mécanisme de règlement des différends, donc qui permet de régler justement des conflits qui peuvent survenir ou des inconvénients en trouvant une solution. Il est consensuel, ça veut dire qu'il doit être accepté par les deux différents parties et ils vont pouvoir mettre des clauses justement lors de la rédaction du contrat. C'est une procédure qui est privée, ce qui veut dire que tous les frais vont devoir être payés par les deux parties. Ce n'est pas comme une procédure juridique devant les tribunaux, là, par exemple. La décision prise par l'arbitre, elle est finale et exécutoire. La majeure partie du temps, ça dépend de l'arbitre que vous choisissez, en fait. Il va y avoir trois options que je vais vous expliquer bien vite, bien assez tôt. Donc, pour la définition de l'arbitrage international, ça ressemble à ça. Je vais maintenant vous parler de son fonctionnement général. Son fonctionnement général, il n'y a pas vraiment de procédure qui est précise et établie. Par contre, souvent, on va s'entendre pour dire que les clauses de l'arbitrage vont être établies par les deux parties lors de la rédaction de leur contrat d'affaires. Il faut savoir que lorsqu'ils vont établir, ils vont encadrer justement cet arbitrage-là, ils vont choisir un État où ces lois vont s'appliquer si jamais une situation survient. Préférablement, les deux parties vont choisir un État qui est neutre. Donc, si, exemple, moi je suis un commerçant qui fait du commerce au Canada avec une entreprise qui vient de la Chine, on va essayer de prendre un État qui n'est pas la Chine ou le Canada pour pas qu'un des deux parties va être avantagé. Ça, c'est très important. Donc, ça ressemble à ça. Lors de la rédaction du contrat, les deux parties ont trois options pour le choix de l'arbitre. La première option, c'est de choisir un conciliateur. Lui, sa décision, elle n'est pas exécutoire. Ça veut dire qu'elle n'est pas ferme. Son but, ça va être plutôt d'essayer de trouver un compromis, donc une entente à l'amiable entre les deux parties. Donc, c'est ça pour le premier. La deuxième option, ça va être de choisir un médiateur. Lui, son objectif ressemble beaucoup au conciliateur, ainsi que l'application de sa décision. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas prendre une décision qui va être ferme puis qu'ils vont être obligés de respecter. Il va plus chercher à trouver justement encore un terrain d'entente entre les deux parties. Par contre, il y a un peu plus de liberté que le conciliateur. La dernière option, en fait, c'est de prendre un arbitre. Lui, il va écouter les deux parties puis il va prendre une décision. Par contre, sa décision à lui, elle va être exécutoire puis ils n'auront pas le choix de la respecter. Si jamais un des deux parties décide de ne pas respecter la décision prise par l'arbitre, l'autre partie va pouvoir demander l'exécution de la sentence par l'État. Ce qui veut dire que, comme je l'ai dit plus tôt, ils vont choisir un État lors de la rédaction du contrat, dans lesquels ces lois vont s'appliquer à la situation. Et si l'autre partie ne respecte pas la décision prise, ils vont faire appel justement à cet État-là pour qu'elle exécute la sentence. Donc, pour que l'autre partie soit obligée justement de la respecter. Ça, c'est très important, justement. C'est ce qui apporte une certaine efficacité, en quelque sorte. Il est important, justement, que la décision qui va être prise par l'arbitre ou le médiateur ou encore le conciliateur, elle soit définitive. Ça veut dire qu'il faut qu'elle résout le litige le plus rapidement possible. Ils vont pas prendre une décision qui va être vague, en fait. Donc, pour le fonctionnement général, je pense que j'ai fait le tour. J'en suis maintenant rendu à vous parler des différents avantages de l'arbitrage international. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs.
L'un d'entre eux, justement, c'est la rapidité de la procédure. Il faut savoir que c'est beaucoup plus vite que d'aller justement devant des tribunaux, parce que des fois, ça peut être très long devant des tribunaux à avoir une audience. Et aussi, les audiences sont souvent repoussées, donc les délais, ça peut s'allonger énormément, contrairement à l'arbitrage international. Un autre de ses avantages, justement, c'est sa neutralité. Comme je l'ai dit plus tôt, les deux parties vont essayer de prendre un État qui est neutre, donc qui n'avantage aucun des deux. Puis ça, c'est très important, puis c'est un de ses avantages. Ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, l'arbitrage international, c'est privé, ce qui veut dire que ça apporte une certaine confidentialité à la situation, contrairement justement aux tribunaux. Ça veut dire que ça va être très apprécié par les multinationales qui vont faire beaucoup de commerce à l'international. Eux, ils veulent pas que, quand un problème survienne, ils sortent tout le temps dans les journaux. Donc, en restant confidentiel, eux, ils vont vraiment apprécier ça, puis c'est un de ses avantages, justement. Il faut également savoir que l'équilibre entre le côté privé et le côté public est un autre de ses avantages. Ce que je cherche à dire par là, c'est que vu que c'est du privé, justement, il y a une certaine souplesse dans cette procédure. Par contre, étant également en quelque sorte du public, c'est un peu un mélange des deux. Étant en quelque sorte du public, grâce justement à l'application des lois de l'État, ça offre une certaine efficacité. Donc, ça permet justement que les décisions qui sont prises vont être respectées. Puis ça, justement, c'est ce qu'on veut. Donc, le dernier avantage que je veux vous parler, c'est l'autonomie des deux parties. C'est eux, justement, qui vont encadrer la situation. Puis ça, c'est très apprécié, justement, par les personnes qui utilisent l'arbitrage international. Donc, j'ai fait le tour, justement, des différents avantages. J'en suis maintenant rendu à vous parler des limites de l'application, justement, de l'arbitrage international. Donc, il y a certaines situations, justement, où que la décision ne sera pas obligée d'être respectée ou qu'elle ne pourra pas s'appliquer. L'une d'entre elles, c'est lorsqu'un des deux parties, justement, il n'est pas informé que le processus est comme en quelque sorte, on peut dire que le processus est enclenché. Donc, quand il ne sera pas informé, il ne sera pas obligé, justement, de se soumettre à la décision prise. Une autre situation où que, la décision ne pourra pas s'appliquer, c'est quand que, selon la loi, justement, le différend ne peut pas être réglé par l'arbitrage. Ça veut dire qu'il y a différents États où que certaines situations ne pourront pas être réglées par ce processus-là. Donc, dans ces moments-là, justement, l'arbitrage international ne s'appliquera pas. Une autre situation, justement, c'est quand l'application de la sentence est contraire à l'ordre public du pays. Donc, ça veut dire que ça pourrait créer, justement, des conséquences ou que ça pourrait être néfaste, justement, pour le pays. Donc, durant ces situations-là, la sentence ne sera pas obligée d'être appliquée. Donc, j'espère vous avoir informé le mieux possible de l'arbitrage international. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un processus privé qui est très performant quand il est bien fait. Donc, ça veut dire qu'il faut bien établir les clauses du contrat, bien choisir le médiateur ainsi que l'État dans lequel les lois vont s'appliquer. Selon moi, si tout ça est bien fait, les deux parties vont n'avoir que du positif de cette situation-là. Donc, pour conclure, j'espère encore vous avoir bien informé. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo.